Sur ce plateau, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Elle débattra avec Rodrigo Arenas, qui est candidat Nouveau Front Populaire à ces législatives, ancien président de la FCPE. Il sera question évidemment d'éducation, on est en pleine période du bac. Avant ça, écoutez la réaction d'un ministre, Christophe Béchu, aux mots d'Emmanuel Macron. Le programme de la gauche est un programme immigrationniste, a dit le président de la République. Écoutez monsieur Béchu. Je peux vous dire, c'est qu'on peut faire campagne sur le fond en regardant quand même, avec effroi et sidération, un programme qui est en décalage absolu avec la situation que vit notre pays. Dire que sur le sujet de l'immigration, on peut tous avoir des positions diverses, mais où on sent qu'il y a partout en Europe des inquiétudes, des tensions. La seule mesure proposée par les amis de M. Mélenchon, c'est en substance de dire qu'on va revenir sur la loi asile et immigration et qu'on va créer un statut de réfugié climatique. C'est le meilleur moyen de préparer les futures victoires électorales du RN en continuant à donner le sentiment qu'il n'y a qu'un parti qui accepterait ou qui déciderait de faire en sorte de regarder ce problème en face et de ne pas considérer qu'il y a quelque chose qui relève du fantasme, mais quelque chose aujourd'hui qui relève d'un vrai débat de société qui mérite qu'on s'y attarde. Bonjour Nicole Belloubet, bienvenue, vous êtes ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Bonjour Rodrigo Arenas, bienvenue, vous êtes candidat LFI Nouveau Front Populaire à Paris et ancien président de la Fédération des parents d'élèves, la FCPE. Juste avant que nous parlions des questions d'éducation, elles sont fondamentales évidemment pour beaucoup de gens qui nous regardent et pour l'avenir du pays. Un mot au sujet de ce que l'on vient d'entendre. Est-ce que le programme de l'alliance à laquelle vous participez est immigrationniste, comme le dit Emmanuel Macron ? Je pense qu'Emmanuel Macron a cédé à l'eupénisation des esprits. C'est un langage que je n'aurais jamais attendu. Moi, j'ai 50 ans, j'ai connu le père Le Pen, maintenant la fille. Et c'est hallucinant de tenir des propos pareils. Je pense que Mme Belloubet ne peut pas cautionner ce genre de dérive sémantique qui n'honore pas un président de la République française. Mme Belloubet. Nous avons voté, le Parlement a adopté toute une série de dispositions, notamment la loi Asile et Immigration, qui me semble porter des outils extrêmement utiles, à la fois pour mieux intégrer et pour lutter contre l'immigration. C'est sur la base de ces outils que nous allons travailler. Alors, l'éducation, nous sommes en pleine période du baccalauréat. Les épreuves ont débuté pour la philo hier, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. C'est évidemment un sujet qui est très, très important. Il en va de l'avenir d'une nation, souvent l'éducation, puisqu'elle forme la jeunesse. Il y a toute une série de propositions du côté du Nouveau Front Populaire. Et alors, je voudrais commencer avec celle qui a été la plus marquante dans les esprits, en termes de communication, elle a fait beaucoup de bruit, c'est aller vers une gratuité totale de l'école. Alors, par gratuité totale, ça veut dire que vous entendez aussi ce qu'il y a avant, au milieu et après ? Absolument, de la au-delà de l'enseignement jusqu'à l'université. Oui, bien sûr. Les transports également, la cantine, tout gratuit. Alors les transports selon les régions c'est déjà le cas, par exemple en Ile-de-France c'est déjà le cas, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les fournitures c'est déjà le cas en fonction des villes, mais vous savez, en fait nous proposons simplement ce que fait la Finlande. La France est le 7e pays le plus riche du monde, la Finlande est le 48e. Il n'y a aucune raison que nous ne le mettions pas en place parce que c'est le meilleur facteur de traitement égalitaire entre les enfants, quel que soit le territoire dans lequel les enfants sont nés ou la famille dans laquelle ils ont grandi. La différence en France se fait sur l'impôt sur le revenu et non pas sur le traitement des enfants, donc c'est une mesure qui est tout à fait réalisable, qui est finançable évidemment si la Finlande l'a fait, vous imaginez bien que la France, qui est beaucoup plus riche, peut évidemment le faire. Alors pourquoi ça n'est pas fait, Mme Belloubet ? Alors d'abord, je voudrais quand même rappeler que l'école est gratuite. Non, l'instruction, Mme Belloubet, vous le savez. Est gratuite. L'instruction. On ne paie pas l'inscription à l'école, évidemment. Ce qui est évoqué dans le programme du Nouveau Front Populaire me semble à la fois un peu démagogique et surtout anti-redistributif si l'on va au bout de la proposition. Parce qu'en réalité, nous avons déjà mis en place toute une série de dispositifs, qu'il s'agisse des bourses, qu'il s'agisse des fonds sociaux, qu'il s'agisse de l'allocation de rentrée scolaire, qui constituent des éléments de redistribution. C'est plus de 3 milliards d'euros qui sont attribués à ce type de mesures. Et donc, ça nous semble très important de continuer dans cette voie-là. Par ailleurs, et sans doute vous l'avez vu, le Premier ministre, en présentant le programme, a annoncé, au fond, des achats groupés qui permettraient, sur un poste qui est encore à la charge des familles et qui est élevé, les fournitures scolaires, il a proposé que nous mettions en place des achats groupés. Je trouve que c'est une bonne mesure. Donc, au fond, on a un budget de l'éducation qui est un budget tout à fait colossal. Je sais bien que les chiffres
chiffres ne veulent pas dire grand-chose, mais enfin le budget de l'éducation, c'est 66 milliards d'euros. La défense, c'est 44 par exemple. Oui, c'est le premier budget de l'État. C'est les premiers en nombre, le nombre de fonctionnaires d'État le plus important, etc. Donc c'est un budget absolument colossal. Nous devons être au service, bien sûr, des familles, c'est notre seul objectif. Et il me semble que les éléments que je viens de proposer y répondent. Monsieur Arenas. Déjà, les achats groupés, vous savez, c'est une proposition qui vient des parents d'élèves, puisque la FCPE la met en place dans beaucoup de territoires depuis de nombreuses années. Absolument. En tant que fédération d'utilité publique, elle le fait déjà. C'est une proposition que nous avions fait d'abord au ministère il y a quelques temps. C'est tant mieux qu'un ministère, quel qu'il soit, reprenne les propositions de la société civile. En revanche, ce que nous disons, c'est qu'il faut que l'État le finance pour toutes les communes. Vous avez dit tout à l'heure que l'instruction était gratuite, vous avez raison, les enseignants sont mis en place par l'État, les bâtiments sont mis en place par les collectivités territoriales, absolument. et qu'aujourd'hui, vous avez des différenciations, puisqu'il y a des collectivités territoriales qui prennent en charge, par exemple, les fournitures gratuites, il y a des collectivités territoriales qui prennent en charge la cantine gratuite pour certains élèves, il y a des collectivités territoriales qui mettent en place les transports gratuits. Nous pensons qu'on ne doit pas avoir une différenciation des enfants, et ce n'est pas démagogique que de dire ça, au contraire, c'est un facteur d'égalité, qu'aucun territoire ne soit en dehors du droit commun. Nous pensons que l'État, le ministère, la France doit au contraire mettre du droit commun pour les élèves, parce qu'aujourd'hui, vous avez d'ailleurs une grande mobilité professionnelle des parents, et à ce titre-là, en fonction de la région ou la ville ou le département dans lequel vous allez habiter avec vos enfants, vous n'avez pas le même traitement de l'école. Nous pensons que nous devons changer de braquet et aller vers cette égalité intégrale, encore une fois, comme la Finlande qui le fait. Maternelle primaire, c'est la ville, collège, département, lycée, c'est la région. Oui, enfin les collèges, c'est le département, voilà, c'est ça, oui. Absolument. Pour Stanislas, c'est l'État et la région. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le collège Stanislas, c'est un État. Les établissements privés sous contrat, nous allons y revenir dans quelques instants. Vous voulez réagir à ce sujet? Non, je redis évidemment ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la dépense globale d'éducation, la dépense intérieure brute de l'éducation, l'État est évidemment le plus gros pourvoyeur, les collectivités territoriales financent à peu près pour 25%, les entreprises également interviennent par le système de l'apprentissage et d'autres éléments, et c'est vrai que la dépense des ménages est à peu près de 7%. Mais je vous l'ai dit, cette dépense-là des ménages, nous pensons qu'il est plus juste de la couvrir par des mécanismes redistributifs. Alors contre la gratuité scolaire, Madame Belloubet? Non, pas du tout. Mais non, d'accord, très bien. Donc nous sommes d'accord, merci de le soutenir. Le gouvernement pas selon vos modalités, voilà. Le gouvernement c'est a intéressant, travaillé... quelles sont les modalités pour le coup? Puisque moi je pense que c'est à l'État de le prendre en charge. Vous pensez que c'est aux collectivités territoriales de faire, qui sont exsangues? Je veux bien qu'on revienne sur ce que j'ai dit. Je vous ai dit l'ensemble des mesures redistributives mises en place par l'État. Qu'il s'agisse par exemple du petit déjeuner à 1 € qui est proposé dans certains endroits, qu'il s'agisse de la prise en charge des élèves de 8h à 18h qui est proposée dans l'éducation prioritaire, qu'il s'agisse des bourses qui dorénavant seront automatiquement proposées aux familles qui peuvent les obtenir. Bref, ce sont des mécanismes pour une école inégalitaire, j'ai bien compris le message. C'est pas du tout une école inégalitaire, c'est au contraire une école. Écoutez, c'est la réalité, Madame Belloubet, vous le savez. Alors avançons s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'école. Le gouvernement a travaillé sur le dédoublement des classes, sur l'entrée au primaire pour faciliter l'enseignement et dans certaines zones particulièrement. Alors vous souhaitez accélérer le mouvement. Déjà, je voudrais savoir, pour commencer, Madame Belloubet, où on en est des chiffres. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent du nombre d'élèves par classe? Est-ce qu'il y a un travail qui sera fait dans ce sens par votre majorité si elle est reconduite? Oui, alors déjà, ce qui a été fait, c'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui, c'est que dans l'éducation prioritaire, nous avons dédoublé les classes en grandes sections de maternelle, cours préparatoires, cours élémentaires première année. Donc il y a tout un bloc de classes qui sont dédoublées. Et le dédoublement est une chose, mais ce qui importe évidemment, c'est le travail pédagogique qui accompagne ce dédoublement. Parce que si on traite de la même manière les élèves dans des classes dédoublées qu'autrement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Donc il y a un dédoublement, un travail pédagogique qui est accompagné par les corps d'inspection et des résultats que nous avons pu mesurer. Aujourd'hui, nous voyons en 6e notamment, c'est-à-dire pour les élèves qui ont pu bénéficier pleinement de ce dédoublement, il y a des résultats qui se sont améliorés en français et en mathématiques. Est-ce que vous allez continuer dans cette mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, nous travaillons dans les zones qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire dans l'éducation prioritaire et également en ruralité. En ruralité, voyez-vous, si je peux juste me permettre ce chiffre, nous avons perdu, depuis 5 ans, nous avons perdu près de 350 000 élèves. Or, nous avons ajouté beaucoup d'enseignants, entre environ 10 000 enseignants, ce qui évidemment montre l'attention que nous portons aux lieux particuliers.
l'éducation prioritaire, la ruralité, différentes zones spécifiques. Alors, et donc ça témoigne évidemment de l'attention que nous portons aux situations distinctes. Monsieur Arenas, le nouveau Front populaire veut réduire le nombre d'élèves dans toutes les classes. Oui. Le détail, s'il vous plaît. Le détail, comment je fais ? Eh bien simplement, par exemple, en ne fermant pas d'école, de classe, à la rentrée scolaire, ne fermant pas d'école dans la ruralité, puisque c'est une réalité. Parler de la ruralité, il y a des écoles qui ferment complètement. Nous pensons avec au contraire... Avec l'accord des maires, monsieur Arenas, avec l'accord des maires. Oui, dans les cas des communautés de communes, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Vous le savez, je le dis tranquillement. Nous ne fermons le président de la République s'était engagé à cela. Pardonnez-moi. Non, je vous en prie, allez-y. C'est important. Le président de la République s'était engagé à ce qu'une fermeture d'école ne puisse pas se faire sans l'accord des maires. Et donc, effectivement, dans certains endroits où la perte de population est très importante, il y a des regroupements qui s'effectuent au sein des communautés. En fait, ce que dit Madame Belloubet est juste, c'est-à-dire que les maires ferment des écoles parce qu'ils n'ont pas les moyens de les garder. Ce n'est pas un choix pédagogique, ce n'est pas un choix éducatif, c'est un choix de moyens. Et donc nous pensons qu'il faut donner les moyens aux collectivités territoriales pour ne pas arriver à cette mesure-là, ni dans la ruralité, mais non plus dans l'urbanité. Parce que moi, je suis dans une circonscription parisienne. Eh bien, cette rentrée, je vais avoir des classes qui ferment parce que les chiffres ne concordent pas. Donc que font les parents d'élèves ? Ils doivent se manifester auprès du rectorat, qui ne répond pas. Ils doivent se manifester... Alors écoutez, je suis avec les parents d'élèves au quotidien dans ma circonscription, je suis un élu de terrain. Je vous invite, venez avec moi dans une école, vous êtes la bienvenue, Madame Belloubet. Je vous enverrai les invitations des parents d'élèves. Et donc, à ce titre-là, vous allez avoir à la rentrée scolaire des classes qui vont fermer. Quelle est notre philosophie ? Notre philosophie consiste à dire qu'après le chute du Covid, après les impacts éducatifs, mais aussi psychosociaux qu'ont connus les élèves, les effets d'addiction aussi qui ont eu lieu avec l'utilisation des écrans, nous pensons qu'il faut prendre soin des enfants. Et à ce titre-là, il convient de baisser le nombre d'élèves dans les classes. Avec des objectifs ou pas ? Pardon ? Avec des objectifs ? Avec les objectifs de la nation, monsieur, c'est que les élèves doivent avoir l'enseignement des programmes, doivent avoir aussi une médecine scolaire pour les prendre en charge, doivent avoir en fait des professionnels qui les encadrent parce que les enfants nécessitent qu'on prenne soin d'eux. Donc nous sommes sur cette logique-là. D'ailleurs, pour être très transparent avec vous, j'avais soutenu en tant que président de la FCP, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, le dédoublement des classes en CPCE1, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Et nous pensons que c'est un dispositif qu'il faut étendre parce que les besoins à la suite du Covid ne concernent pas seulement les quartiers politiques de la ville, ils concernent l'ensemble de la nation, et y compris à Paris. Je dirais que de manière générale, le nombre d'élèves par classe dans notre pays a considérablement diminué. Depuis 2017, nous sommes passés, pardonnez-moi encore, ce sont des moyennes, et donc je n'aime pas parler comme cela parce que sinon il faut prendre les moyennes européennes, on n'est pas très bon. C'est pas la réalité vécue par les gens, mais nous sommes passés de 23 élèves par classe à environ 21 élèves par classe. Donc, si vous voulez, il y a vraiment d'ores et déjà une diminution du nombre d'élèves par classe, mais c'est pas la réalité vécue dans tous les établissements. Merci de le rappeler. J'en suis mais absolument consciente. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'autres moyens d'accompagnement, qu'il s'agisse évidemment des personnels éducatifs, des personnels médicaux, qui ne sont d'ailleurs pas en nombre suffisant, mais nous mettons en place des éléments pour reconquérir ces personnels. Donc voilà, si vous voulez, la classe, c'est pas seulement un professeur, c'est aussi toute une équipe éducative. Absolument. Alors face aux besoins et au nombre d'enfants français, le gouvernement, enfin pas le vôtre, mais l'État a contractualisé avec des établissements privés. On appelle ça des établissements privés sous contrat. Ils ont un rôle, accueillir les enfants. Il y a un financement de l'État contre cet accueil. C'est une règle établie. Ces établissements accueillent des millions d'élèves français. Sauf que vous estimez qu'ils ne répondent pas aux engagements des contrats et surtout qu'ils ne répondent pas à la mixité sociale souhaitée. Un établissement, dites-vous, je cite les sources de Nouveau Front Populaire, est contrôlé tous les 1500 ans, si vous faites une moyenne. Une moyenne, c'est ça. Donc vous souhaitez qu'ils répondent. Alors je voudrais, pour que ce soit clair pour les gens qui nous regardent, qu'on soit le plus précis possible, que doivent-ils faire selon vous et quel est l'aspect coercitif que vous mettez en face pour que les établissements privés sous contrat puissent répondre à ces obligations ? Déjà, vous l'avez dit, ils doivent être contrôlés un peu plus intensément qu'ils le sont. Ensuite, oui, on ne peut pas faire comme si l'épisode de votre prédécesseur, Madame Oudéa Castéra, n'ait pas choqué l'opinion et révélé en fait un système qui se met en place. Vous avez aujourd'hui des établissements privés en contrat avec l'État, donc qui bénéficient de fonds publics, que ce soit de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, qui font en sorte de mettre en place une sorte de réseaucratie qui ne
rompt avec le traitement égalitaire et la mixité sociale et la mixité scolaire que nous réclamons. Donc aujourd'hui, des établissements qui contreviennent à cet idéal républicain, eh bien, doivent ne plus bénéficier de fonds publics, ils doivent contribuer à l'effort de la nation, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez un rapport, madame, en tout cas vos prédécesseurs l'ont commandé sur l'établissement Stanislas. Il y a des cours qui ne répondent pas aux questions de mixité, y compris à la question d'attaque au genre, y compris des jeunes filles. Il y a des enseignements qui, à mon sens, ne répondent pas aussi à l'obligation de laïcité que nous réclamons pour les établissements publics qui, je le rappelle, sont 100% laïques. Eh bien, je considère que des établissements de cette sorte, dès lors qu'ils sont contrôlés, dès lors que c'est objectivé par les services de l'État, ne doivent plus bénéficier de fonds publics, parce que d'ailleurs, nous avons besoin, dans les écoles publiques, qui, elles, ont besoin de ces fonds-là, parce qu'elles font le job. Alors peut-être puis-je reprendre juste 2 ou 3 idées de base. D'abord, la liberté de l'enseignement en France a été reconnue par le Conseil constitutionnel comme un principe fondamental des lois de la République. C'est-à-dire, il y a des obligations aussi, Madame Belloubet. D'accord. Laissez-moi terminer. Non, d'accord. Donc c'est un principe qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel. C'est important de le rappeler. Donc il y a de l'enseignement public majoritaire, très majoritaire, et de l'enseignement privé sous contrat. 20% de nos élèves sont actuellement dans l'enseignement privé sous contrat. Un contrat, ça veut dire effectivement qu'il y a des obligations respectives de part et d'autre. Globalement, l'État finance les professeurs dans ces établissements. Les collectivités apportent également des financements. Et donc, effectivement, il est, à mon avis, très important de préciser 2 choses. C'est que la loi républicaine prime dans l'ensemble de ces établissements, et là-dessus, il ne doit y avoir aucun doute. La loi républicaine prime. Et deuxième élément, nous devons bien entendu effectuer des contrôles. Contrôle administratif, contrôle financier, contrôle pédagogique, puisque les programmes de l'État s'imposent. Et donc, c'est ce que nous faisons. Nous avons recruté des personnels à cette fin qui vont assurer ces contrôles mieux qu'ils ne l'étaient jusqu'alors. Est-ce qu'il y a une dérive, Madame Belloubet ? Est-ce qu'il y a une dérive ? Est-ce que certains établissements privés sont devenus des boîtes privées pour fils de gens riches, pour dire les filles de gens riches, pour dire les choses facilement ? Je voudrais juste terminer. Donc nous avons mis au point, et je réponds à votre question, nous avons mis au point un programme de contrôle des établissements privés sous contrat. Nous l'avons présenté à nos interlocuteurs de l'enseignement privé, et donc ces contrôles auront lieu de manière désormais tout à fait fréquente. Ce qui me semble mais absolument normal, et d'ailleurs les établissements privés en conviennent. Est-ce qu'il y a eu des dérives ? Dans certaines situations, oui. Dans certaines situations, oui, nous l'avons vu. Nous avons été conduits, d'une part, à demander la fermeture de certains établissements privés pour des financements qui n'étaient pas clairement explicités, d'une part. D'autre part, nous avons dû, dans certains collèges parisiens, mettre en place des systèmes d'inspection avec des plans de redressement. Je pense notamment au collège Stanislas. C'est suivi de très près par le ministère de l'Éducation nationale, qui verra de quelle manière ce redressement a été ou non opéré. Un mot rapidement là-dessus, s'il vous plaît, monsieur Arnaud. La réalité, c'est que vous avez des communes, des communautés de communes y compris, dans lesquelles vous n'avez pas d'école publique aujourd'hui. Je pense notamment à la côte ouest de notre pays, de la Bretagne jusqu'à la Vendée. Donc le discours de Mme Belloubet tiendrait si les parents avaient le choix. Or, dans beaucoup de territoires de notre pays, pour ne pas parler du Concordat à l'est de la France, qui est un sujet particulier par rapport à la loi. Et que vous souhaitez abolir, je crois. Pardon ? J'ai vu que vous souhaitiez l'abolir. Nous souhaitons absolument que les enfants soient dans des écoles où on n'enseigne pas que Dieu est formidable dès la maternelle. C'est ça la réalité. Je souhaite que, par exemple, dans le Concordat, puisque vous m'interrogez là-dessus et vous cherchez une polémique inutile, il y ait des écoles publiques qui n'invitent pas les élèves à aller bénir le cartable à la sortie de la messe de dimanche. C'est une réalité que je vous donne en tant qu'ancien président de la FCPE. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que en Bretagne, notamment en Vendée, dans tous ces territoires-là, les parents n'ont pas le choix de l'école publique. Donc nous pensons, nous, que ces écoles qui ne contreviennent pas, qui contreviennent à la loi, finalement, vous l'avez dit vous-même, puisque vous mettez un corps d'inspecteurs tel que nous le réclamons depuis très longtemps. Eh bien, ces écoles ne doivent pas bénéficier de fonds publics, sauf si elles se mettent en conformité et mettre un vrai plan d'investissement pour que les parents aient le choix entre l'école publique et l'école privée, ce qui n'est pas le cas sur le territoire national. Dans ce cas-là, ça veut dire que nous revenons sur les lois de Bray, qui sont Absolument. un des éléments de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette liberté de l'enseignement qui a été reconnue par le Conseil constitutionnel. Alors pardonnez-moi, ne dites pas ici que je relance la guerre scolaire parce que ce n'est pas une réalité. Je souhaiterais qu'on avance parce que les sujets sont extrêmement nombreux. Oui, parmi les choses que vous souhaitez abolir, pour reprendre le terme de Madame Belloubet, alors là, on est en plein choc des savoirs. On propose des choses aussi, Monsieur Boursier, vous savez. On ne fait pas qu'abolir des choses. Pardonnez-moi, il me semble que depuis... La gratuité n'est pas une abolition.
Il me semble que c'est le cas, puisque le début de notre échange, nous discutons des choses que vous proposez également. Oui, absolument. Là, je faisais une allusion à un mot qui vient d'être prononcé à l'instant. Le choc des savoirs, donc on est en plein dedans, c'est la réforme qui est en cours. Oui. Dedans, il y a des groupes de niveau, donc ça, vous n'en voulez plus. Des groupes de besoins. Voilà. Groupe de besoins, groupe de niveau. Bon, je suis pas sûr que les parents d'élèves parlent de groupe de besoins, Madame. Oui, mais Belloubet. ça a une réalité. De groupe de niveau. Ça a une réalité, si vous voulez. Parce que... Enfin, pardon, je prends la parole en premier, mais juste pour dire cela, si vous voulez, ces groupes que nous mettons en place en 6e et en 5e, ils sont destinés à apporter un soutien à nos élèves. Et donc, nous avons décidé que dans ces deux matières fondamentales, qui étaient le français et les mathématiques, nous allions donner plus de moyens pour mieux prendre en charge les élèves. C'est à cela que répondent ces groupes. Et là où un élève sera un peu plus en difficulté, il pourra être pris en charge pas dans un groupe de besoins répondant à son besoin spécifique. Juste un petit exemple. En maths, vous faites et de la numération et de la géométrie. Vous pouvez être excellent en numération, avoir quelques difficultés en géométrie, par exemple. Eh bien, vous pouvez être pris en charge dans un groupe de besoins pour la géométrie. Ça répond à un besoin de l'élève et ce n'est pas du tri social ou du tri scolaire, comme j'ai pu l'entendre. D'abord, moi je suis très étonné que cette mesure soit encore soutenue. D'abord parce que tous les chercheurs disent qu'elle est inefficace, les chefs d'établissement disent qu'elle est inapplicable. Mais ce qui est inefficace, c'est les classes de niveau, vous le savez très bien, monsieur. Pardonnez-moi. Très bien, donc la recherche dit que c'est inefficace, les chefs d'établissement disent que c'est inapplicable à moyens constants et de toute façon, même sur le fond, ils ne le partagent pas, vous le savez très bien. Et les enseignants disent que ça ne répond pas aux besoins des classes. Oui, c'est un tri social dès lors que vous ne savez pas comment ça va se mettre en œuvre, et notamment dans les quartiers politiques de la ville ou dans la ruralité, puisqu'il y a des différences. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites des enfants qui sont porteurs d'handicap? Dans quel groupe de niveau vous allez les mettre? Les moyens, les faibles, les pas faibles? Qu'est-ce que vous faites avec les enfants qui sont Ulysse? Qu'est-ce que vous faites avec tous ces élèves? Vous savez très bien qu'en réalité, si vous me posez une question, je réponds, monsieur Arenas. Dans la réalité, ce n'est pas de cette façon-là que ça va se mettre. Et je finis juste là-dessus. Vous avez tout à l'heure parlé de la question des dédoublements CP, CE1, et c'est une bonne chose, je l'ai soutenu. En revanche, vous oubliez de dire que vous avez supprimé les plus de maîtres que de classe, qui étaient précisément des enseignants formés, des enseignants rompus à l'exercice pour accompagner des élèves en difficulté scolaire et qui faisaient le tour des classes pour apporter ce que vous dites. Donc je pense que des dispositifs doivent être nécessaires. Je veux bien répondre. J'ai pas été très long. Monsieur Arenas me demande comment nous allons prendre en charge au collège les jeunes qui sont porteurs de handicap, et il sous-entend qu'ils seraient mis... Non, dans quel groupe de niveau vous allez les mettre? Ils seraient affectés au groupe de besoin le plus faible. J'ai pas dit ça. Non, absolument. Je vous demande dans quel groupe vous allez les mettre. Eh bien, ils seront pris en charge dans l'ensemble des groupes. Exactement. Parce que vous savez bien, non, juste des spécialistes sont pas d'accord juste un mot pour dire qu'un enfant porteur de handicap, ça ne veut pas forcément dire un enfant qui a des difficultés cognitives. Mais je ne vous ai pas dit ça, madame. Autre sujet sur lequel vous projetez quelque chose que je ne dis pas maintenant. Alors, madame la ministre, pour le coup, je me tourne vers vous parce que j'ai expérimenté, pas directement, mais par des témoignages, les parents et les élèves sont un peu paumés avec Parcoursup. Pour qui c'est très compliqué, certains utilisent l'expression d'usine à gaz. Est-ce que vous pensez que cet élément doit rester tel qu'il est, doit perdurer, doit être amélioré? Qu'est-ce que vous proposez à ce sujet? D'abord, je ne sais pas quels sont les échos que vous avez eus, Monsieur Boursier, mais il me semble que cette année, les choses se passent plutôt bien, au sens où je n'ai pas entendu de récrimination forte sur des jeunes qui seraient sans solution, etc. Parcoursup, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour porter remède à une situation antérieure qui était celle du tirage au sort, qui était celle de l'aléa de l'inscription dans les formations supérieures. Parcoursup offre une possibilité plus rationnelle d'affecter les élèves en fonction de leurs vœux. Et la manière dont les choses sont améliorées année après année, en prenant en compte les observations qui sont faites, montre que l'on peut aboutir à un système qui, me semble-t-il, est assez performant. Donc vous gardez Parcoursup, mais vous continuez à le faire évoluer. Absolument. Nous continuons, comme chaque année, à le faire évoluer. Et cette année, par exemple, il y a un module d'entraînement, je ne sais pas si vos interlocuteurs vous en ont parlé, qui permettent aux jeunes de s'entraîner, en quelque sorte, sur Parcoursup pour savoir exactement comment ils doivent répondre lorsque les vœux leur sont proposés. Et je trouve que c'est un système qui marche pas si mal que ça. Il y a bien sûr des choses à améliorer en amont. Notamment pour que le choix des options des élèves au lycée ne devienne pas un casse-tête qui est lié à ce qui est imaginé devoir être pris pour Parcoursup.
Nous avons contribué à faire améliorer Parcoursup, notamment en prenant en compte les enfants à besoins particuliers qui étaient pas vraiment dans le viseur de l'algorithme ou du système électronique qui est mis en place. En revanche, moi j'ai 50 ans, je fais partie d'une génération qui n'a connu ni Parcoursup ni le tirage au sort. Nous pensons en revanche que c'est mais vous étiez moins nombreux à l'époque. Moi aussi, je n'ai pas connu Parcoursup. C'est une bonne nouvelle, Madame Belloubet, qu'il y ait plus d'étudiants. Nous avons bien sûr que c'est une excellente nouvelle, mais c'est la raison pour laquelle nous devons faire évoluer nos méthodes. Nous pensons aujourd'hui que si Parcoursup a été mis en place, c'est-à-dire cette rationalisation avec une sorte de modèle plus électronique, j'ai envie de dire des choses, une gestion rationnelle, vous l'avez dit vous-même, c'est parce que nous n'investissons pas assez dans l'université et que le nombre de places qui aujourd'hui évolue, mais pas au rythme du nombre d'étudiants, fait que nous devons rationaliser. Et aujourd'hui, la réalité, moi j'ai un enfant qui passe le bac en ce moment, il a passé la philo hier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, eh bien oui, je pense que ce n'est pas de bonne façon de passer le baccalauréat que de tous les jours aller voir si on est accepté ou pas, être dans cette tension-là, puisque c'est la réalité de mon fils, en tout cas Madame Belloubet, peut-être pas la vôtre. Pendant la semaine, vous savez très bien, puisque votre fils passe le bac, que pendant la semaine du bac, il n'y a plus de résultats du parcours. Ça n'empêche pas que tous les jours, les élèves vont voir parce qu'ils sont dans un stress. Mais écoutez, les élèves le disent, ils sont dans un stress permanent, ils sont dans cette situation-là. Donc qu'est-ce que vous ont fait les élèves? Qu'est-ce que vous ont fait les étudiants pour les mettre dans cette situation-là? Nous pensons qu'il faut arrêter Parcoursup parce que c'est anxiogène, parce que ça ne règle pas. Parce que ça ne règle pas la situation. Allez-vous revenir au tirage au sort? Non, Madame, pas du tout. Vous êtes en train de dire un mensonge. Je ne suis pas pour le tirage au sort. Je ne l'ai pas connu non plus. Et les générations avant moi, encore moins. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut investir massivement dans l'université parce que c'est là que se produisent les savoirs, les connaissances, et que nos élèves méritent mieux. Thème absolument central, extrêmement important sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant, c'est la question de la laïcité. Ouais. Pourquoi est-il si compliqué de définir ce qu'est la laïcité à l'école et de la faire respecter, alors que c'est une règle fondamentale dans les établissements. Nous avons été tous collectivement marqués par des faits dramatiques qui ont touché des établissements. La laïcité a été menacée, mise en cause, elle a dû être réaffirmée. Bon, ça devrait être un sujet de consensus absolu politique, enfin, en tout cas il me semble. Pourtant c'est toujours un sujet de débat. Pourquoi? Et alors, je me tourne vers vous, Monsieur Arenas, puisque là, une nouvelle fois, il est question de proposition. Votre programme fait état de la fin d'une laïcité d'exclusion pour aller, je cite les mots du programme, vers une laïcité du vivre ensemble. Oui. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la laïcité, d'abord, c'est une loi de 1905. Il y a toujours eu des atteintes à la laïcité dans notre pays. Ce n'est pas un phénomène nouveau. D'ailleurs, si elle s'est construite au début, c'était notamment en réaction à l'emprise de l'Église catholique sur l'éducation. Et c'est une bonne chose que l'État se soit indépendantisé de cette forme éducative-là. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est possible de le faire en France, mais dans des écoles privées, en contrat avec l'État, voire hors contrat avec l'État. Alors c'est quoi la laïcité du vivre ensemble? Aujourd'hui, la laïcité doit apprendre à vivre ensemble parce qu'elle est utilisée dans des établissements que je connais plutôt bien d'ailleurs, en direction des enfants qui sont de confession musulmane. C'est ça la réalité que nous avons. Parce qu'on ne va pas faire semblant. On ne va pas dire que depuis les attentats à Charlie, depuis le Bataclan, depuis M. Samuel Paty et son collègue M. Bertrand, il n'y a pas un problème avec l'intégrisme musulman dans notre pays. Donc quand c'est utilisé à ce défunt-là, quand on entend un ministre dire, votre prédécesseur, qu'il faut faire attention aux élèves qui ne veulent pas toucher le rouge, etc. Bon, là, on est. Est-ce que ça veut dire, pour être concret, que quand M. Attal disait pas d'abaya, pas de camis à l'école, est-ce que ça veut dire que vous dites si, c'est pas un problème, c'est pas ça le problème? Ce que je dis, c'est ce que disait d'ailleurs M. Aristide Briand, c'est que la laïcité ne se résume pas à une affaire de chiffon. C'est pas moi qui le dis, c'était les pères fondateurs. Donc ça veut dire que vous revenez sur cette phrase? Non, pas du tout. Nous sommes des ardents défenseurs de la loi de 1905 et nous sommes aussi des ardents défenseurs de la loi de 2004. Que ce soit clair, que ce soit dit. Donc à partir de là, quand un élève enfreint une règle sur la laïcité qu'on imagine, il y a les enseignants pour le faire. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que les enseignants sont en difficulté parce que Madame Belloubet, vous et moi-même, je pense, nous n'avons jamais eu d'éducation à la laïcité, c'est une réalité. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, aujourd'hui, il est nécessaire de le faire, mais avec du personnel formé pour le faire. Et je propose depuis de nombreuses années que nous enseignions le droit et la philosophie aux enfants avec des pédagogies adaptées dès le plus jeune âge. Et je vous fais remarquer, Monsieur Boursier, puisque vous avez parlé du bac à l'instant, que plus de 40% des élèves de notre pays ne suivent pas d'enseignement de philosophie, ce sont les bacs professionnels. Vous pensez vraiment que dans la situation dans laquelle nous sommes, ces élèves-là ne doivent pas avoir des enseignements? Donc ça veut dire la laïcité du vivre ensemble, ça veut dire des enseignements spécifiques. Absolument. Nous devons rassembler la France.
Ça n'est pas très clair. Hein. La laïcité du vivre ensemble, quand vous dites la laïcité n'est pas qu'une affaire de chiffon, c'est vrai, mais la laïcité du vivre ensemble, je voudrais bien savoir très précisément ce que vous mettez derrière. Je crois que là-dessus, nous sommes absolument intransigeants. Depuis la loi de 2004 sur l'interdiction des signes qui montrent une appartenance ostensible à une religion, sur l'interdiction des abayas, nous sommes d'une clarté absolue, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas admettre la moindre atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui garantit la paix dans l'établissement, un climat le plus serein possible. Pourquoi vous laissez faire dans le privé, un climat de neutralité, pardon ? Pourquoi vous laissez faire dans le privé ? Ça fait des années que je dénonce ces interdiction de privé. Pourquoi vous le laissez faire ? Ça n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas exactement dans. Ce sont des élèves, mais il y a une clause de liberté de conscience, vous le savez. Donc vous acceptez les atteintes à l'islam privé. S'il vous plaît. Très bien. Je parle de l'enseignement public, clairement, où les atteintes à la laïcité ne sont en aucun cas tolérées. Et que pour aider les enseignants, nous mettons en place des équipes valeurs de la République qui sont auprès des enseignants, qui peuvent les appuyer. Et vous savez que nous sommes, de ce point de vue-là, tout à fait intransigeant. Quant aux établissements privés, je le redis puisque vous ne semblez pas l'avoir entendu, c'est la loi de la République qui doit s'appliquer en premier. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre ce matin. Il y a encore beaucoup de sujets. Je sais qu'il y aura des frustrations chez les gens qui nous regardent qu'on aurait pu aborder. On ne peut pas parler de tout, le temps est évidemment quelque chose de limité.